Parmi les points de Pexy pour amarrer des viscères ptosés, le petit ligament sacro-sciatique ou ligament sacro-spinal, ligament sacro-épineux, représente un point solide qui est profondément enfoui dans la partie dorsale du pelvis. Et nous allons, sur une première coupe sagittale, antéro-postérieure médiane du petit bassin chez la femme, représenter la situation et les rapports immédiats de ce petit ligament sacro-épineux. Voici en arrière la tranche de section du sacrum avec les 5 sacrèbres et en arrière le canal sacré qui s'arrête à l'aplomb de S4 par le hiatus sacré, les crêtes sacrées postérieures et médianes et le départ de l'articulation sacro-iliaque. Du côté ventral, voici la symphyse pubienne, étendue entre le promontoire et la symphyse pubienne, la ligne du détroit supérieur, la face ventrale et la portion crâniale de cette coupe sont dans ce plan. Et ce qui sont très très sommairement le profil de l'aile iliaque, des épiniliaques antérieurs supérieurs, antérieurs inférieurs, de la zone ilio-pubienne qui ne nous intéresse pas directement ici, au-dessus, nous sommes dans la cavité abdominale, ici nous sommes dans le pelvis. Marquons transversalement la moitié droite du sacrum et du coccyx avec les 4 foramen sacrés antérieurs, puis la grande échancrure sciatique, l'épine sciatique, la petite échancrure sciatique, la tubérosité ischiatique et la branche ischio-pubienne. Rappelons ici le foramen obturé avec le canal sous-obturé. Le petit ligament sacro-sciatique va s'implanter là sur les faces latérales des 2 dernières sacrèbres et sur les faces latérales du coccyx, et il va être le plus endopelvien des 2 ligaments sacro-sciatiques. Il vient se terminer sur l'épine de l'os iliaque, justifiant ce nom de ligament sacro-spinal, de ligament sacro-épineux, et il s'agit en fait de l'involution d'un muscle qui est le muscle caudal sur les mammifères ou vertébrés qui ont une queue plus ou moins longue, plus ou moins préhensile, et la régression du pôle caudal chez l'hominien a amené la transformation de cette portion qui va donner le tout petit muscle ischio-coccygien en une formation fibreuse ligamentaire qu'est ce petit ligament sacro-sciatique. Par contre, bien sûr, le grand ligament sacro-sciatique va s'implanter beaucoup plus haut sur le sacrum. Il va être en situation exo-pelvienne par rapport au petit ligament sacro-sciatique et il va venir, lui, s'insérer sur la tubérosité ischiatique, dessinant comme une schistérate de pelote basque là, ce que l'on appelle classiquement le canal d'Alcock, qui est l'un des points conflictuels du trajet du nerf pudendal. Ainsi situés, ces 2 ligaments sacro-sciatiques, sacro-spinal et sacro-tubéral, délimitent 2 orifices de sortie, la grande échancrure sciatique au-dessus, la petite échancrure sciatique au-dessous. Et nous allons montrer tout d'abord le premier des muscles pelvitrochantériens qui va sortir par la grande échancrure sciatique. Il s'agit du muscle pyramidal du petit bassin, ou muscle piriformis, muscle piriforme, comme on l'appelle maintenant, qui va, en sortant, ainsi subdiviser la grande échancrure sciatique en 2 étages, ménageant 2 orifices, un orifice suprapyramidal et un orifice beaucoup plus important, infrapyramidal, que voilà densifié. Ce premier muscle pelvitrochantérien va maintenant être accompagné par le deuxième pelvitrochantérien qui va s'implanter sur la membrane obturatrice, sur le pourtour de ce foramen obturé et qui correspond au muscle obturateur interne. L'obturatorius internus, obturateur interne, va ainsi sortir par la petite échancrure sciatique pour se réfléchir à 90 degrés avant que de se diriger vers le col de l'utérus. Il est bien sûr emballé comme le piriforme
par son aponévrose propre. Et c'est là-dessus que va venir s'implanter le muscle levator ani, avec ses principaux contingents d'insertion pubienne, puis d'insertion iliaque, puis d'insertion ischiotique. L'insertion sur l'aponévrose de l'obturateur interne vient ici dessiner l'arcade du releveur de l'anus, et nous allons tout simplement montrer la tranche de section de cet entonnoir pelvien, de ce diaphragme pelvien principal qu'est le levator ani, avec en arrière justement la portion ischio-coccygienne qui va recouvrir dans ce plan la partie la plus basse du petit ligament sacro-sciatique. Et dans certaines interventions de Richter, la pose de moyens de pexie, qu'il s'agisse d'un fil ou qu'il s'agisse d'une agrafe, va quelquefois s'implanter ici, sur la partie inférieure du petit ligament sacro-sciatique, sur la portion charnue, entre guillemets, du contingent ischio-coccygien qui est dans ce plan. Nous allons mettre en place les premiers éléments nerveux qui vont nous intéresser dans ces rapports. Il s'agit bien sûr de la racine L4, L5 du tronc lombosacré qui descend du rachis lombal, qui va laisser sortir ici par la portion suspyramidale de la grande échancrure sciatique le nerf glutéal supérieur, et puis qui va ensuite rejoindre là les contingents antérieurs des racines S1, des racines S2, des racines S3, qui, en fusionnant avec L4, L5, vont donner naissance ici au volumineux nerf ischiatique, le grand nerf sciatique. C'est à partir des racines S3 et des racines S4 que va se détacher le petit rameau moteur du levator ani. C'est sortant temporairement, et nous le reverrons mieux tout à l'heure, par la portion sous-pyramidale aussi, à partir des racines S1 et S2, que se détache le nerf moteur de l'obturateur interne qui va regagner l'obturateur en passant par la petite échancrure sciatique. Et puis, bien sûr, à partir des racines S2, à partir des racines S3, à partir des racines S4, voici la constitution du nerf pudendal, du nerf honteux interne, qui lui va nous intéresser beaucoup plus, d'abord parce que c'est le nerf de l'innervation du plancher périnéal, mais surtout parce qu'il va sortir collé contre la face dorsale du petit ligament sacro-sciatique, là, qu'il va transitoirement sortir de la cavité pelvienne pour repénétrer très rapidement dans cette cavité pelvienne, emprunter le canal d'Alcock et venir prendre en charge, et sous l'angle somatomoteur et sous l'angle somatosensible, tout le périnée superficiel. Ce rameau nerveux pudendal va être accompagné sous l'angle neurologique par le contingent issu de S5 et des racines coccygiennes qui vient en arrière du sphincter strié de l'anus constituer le nerf anal postérieur de Morestin. Nous allons mettre en place maintenant le deuxième contingent important neurologique qui va être constitué par les éléments végétatifs orthosympathiques tout d'abord, à partir du plexus hypogastrique supérieur de Ovelac, puis par la chaîne orthosympathique latérovertébrale sacrée qui va descendre et plonger jusqu'au niveau du coccyx, présentant les 5 renflements ganglionés de l'étage sacré, présentant à la partie inférieure le ganglion de Walter et rattaché comme suit à chacune des racines neurologiques par les ramis communicantes. En effet, c'est de ce contingent orthosympathique latéro-vertébral sacré, puis du plexus hypogastrique supérieur de Ovelac, que vont maintenant se détacher les fibres orthosympathiques qui vont gagner ainsi vers l'avant la lame latérale hypogastrique, qui vont feutrer cette lame latérale hypogastrique, qui vont venir au voisinage de l'urétère. Nous allons ici figurer le coude que le fuseau pelvien de l'urétère, qui est en train vers l'avant de gagner la face postérieure de la vessie, dessine, et l'urétère va être le rapport intime
du plexus hypogastrique inférieur de Ovelac, du classique ganglion de Lee et Frankenhauser, qui est formé par un amas de fibres fenêtrées que je représente ici, enchevêtrées, 4 à 5 cm de long, et dont les fibres d'origine parasympathique vont venir sous la forme du nerf érecteur Descartes à partir des racines S2, à partir des racines S3 et des racines S4 somatiques, celles-là, amener l'afflux parasympathique à ce carrefour pelvien qu'est le plexus hypogastrique, et les fibres végétatives vont donc, vous le voyez, constituer un rapport intime à ce petit ligament sacro-sciatique, d'autant que du plexus hypogastrique vont se détacher des fibres destinées à la loge anorectale vers l'arrière, des fibres destinées à la loge vagino-utérine au milieu, des fibres destinées à la loge urétro-vésicale vers l'avant. Et que parmi les complications de certaines pexies peut-être un peu intempestives ou qui ont eu la malchance d'embrocher ces fibres, on commence à décrire chez certaines patientes des conséquences fonctionnelles, et à la fois au niveau du sphincter anal, et à la fois au niveau de la sensibilité et de la motricité vaginale, et à la fois au niveau de l'urètre et de la vessie, tant pour la sensibilité que pour la motricité. Et puis, bien sûr, dans cette lame latérale, au contact de l'urétère, sans entrer dans le détail, je vais ici rappeler que l'artère utérine, qui abandonne là son rameau cervico-vaginal, dessine sa crosse, rapport essentiel, chirurgical, que plus en arrière va au contact du plexus hypogastrique est destiné à la loge vaginale, maintenant se détacher l'artère vaginale longue, qui est une artère trophique très importante pour le vagin, que plus en arrière, pour la loge rectale, va se diriger vers le canal anal, vers l'ampoule rectale, l'artère rectale moyenne, qui est d'ailleurs peu importante et qui n'est pas constante, et puis que parmi les branches terminales de l'artère hypogastrique, sortant aussi par la portion sous-pyramidale de la grande échancrure sciatique, voici le pédicule ischio-punadal, la future artère ischiatique et la future artère honteuse interne, qui vont elles aussi sortir de la cavité pelvienne, et l'artère punadale va, satellite du nerf, venir reprendre en charge tout le périnée. Quand j'aurais ajouté que, à côté de ces éléments artériels importants chez la femme, il y a encore plus important, et je ne ferai qu'esquisser la trame de ces mailles plexiformes, les veines du tronc ischio-honteux, les veines du plexus pampinéforme, latéro-utérin, les veines du plexus latéro-vaginal, les veines à destinée digestive, eh bien, cela va faire comprendre que dans l'abord de ce petit ligament sacro-sciatique, il y a toujours une hémorragie qui est certes maîtrisable, mais parce que nous sommes là au contact de formations vasculaires richement anastomotiques. Il y a en plus, bien sûr, les lames lymphatiques. Eh bien, je vais vous mettre en place une première vue qui est une vue périnéale en position génupectorale de ce petit ligament sacro-sciatique. Voici la portion dorsale et voilà la portion latérale gauche. Nous allons ici figurer la pointe du coccyx, la zone sacro-coccygienne, et du côté droit, la grande échancrure sciatique, l'épine sciatique, la petite échancrure sciatique et la tubérosité ischiatique, avec la cavité cotyloïde et le profil de l'articulation coxo-fémorale vers la droite. Là-bas filerait vers l'avant le reste de l'os iliaque qui ne va pas nous intéresser ici. L'articulation sacro-iliaque serait dans ce plan, et latéralement, donc, voici la crête iliaque avec la face dorsale, ici, du massif fessier en vue glutéale, en vue postérieure. Nous allons rappeler, implanté sur la pointe du coccyx, le raphet
ano-coccygien. Nous allons remettre en place la marge de l'anus avec sa collerette cutanée qui est ici entourée par le sphincter strié de la marge de l'anus, puis se profilant vers l'avant le noyau fibreux central du périnée et plus vers l'avant, vers la zone du pudendum, là-bas, qui apparaît dans le fond et vers l'arrière, l'orifice vulvo-vaginal, lui aussi entouré par son sphincter vulvo-vaginal. Le petit ligament sacrosciatique qui nous intéresse est donc dans ce plan tendu entre la face latérale des deux dernières sacrèbres et du coccyx vers l'épine sciatique. Et sur cette vue glutéale exopelvienne, bien sûr, il va être largement caché par le grand ligament sacrosciatique, le ligament sacrotubérositaire, le ligament sacrotubéral, qui vient maintenant se réfléchir sur la tubérosité ischiatique pour y déterminer ce repli falciforme du canal d'Alcock dont nous avons parlé précédemment. Voilà ici donc les deux orifices qui tout à l'heure avaient été déjà schématisés, la grande et la petite échancrure sciatique. Et nous allons montrer l'émergence des muscles pelvitrochantériens en commençant bien sûr par le piriforme qui apparaît dans ce plan, divisant la grande échancrure sciatique par son émergence en deux orifices. L'orifice supérieur, suprapyramidal, que voilà densifié, et l'orifice inférieur, juste au-dessus du petit ligament sacrosciatique, qui est l'orifice infrapyramidal. Par contre, nous allons montrer ici l'émergence du muscle obturateur interne, qui est sorti par la petite échancrure sciatique, là, qui va se diriger vers la ligne intertrochantérienne postérieure, qui va cueillir les muscles jumeaux pelviens au passage, et qui est là juste au-dessus du muscle carré fémoral qui nous intéresse peu ici. Pour aborder cette région par la zone glutéale, il m'a fallu bien sûr sectionner et ouvrir le plan du volumineux muscle gluteus maximus, du volumineux muscle grand fessier, dont je représente ici la tranche de section sur cette ouverture de la zone glutéale, de la zone fessière. Le grand fessier qui est là va ainsi recouvrir et cacher, se dirigeant vers la lèvre externe de la ligne âpre, les muscles sous-jacents que sont le moyen fessier et apparaît tout dans le fond, là-bas, le muscle petit fessier, le muscle gluteus minimus, dirigé vers le massif trochantérien, ce qui nous intéresse peu aussi. Ceci à toute fin de rappeler que c'est là que va apparaître le nerf glutéal supérieur, celui que nous avions montré tout à l'heure, sortant par l'échancrure suprapyramidale, qui va prendre en charge le petit fessier, le tenseur du fascia lata et le moyen fessier, et qu'au contraire, c'est ici, dans la partie la plus latérale, que va apparaître le volumineux nerf sciatique, le nervus ischiaticus, le gros nerf sciatique, qui se dirige vers le dehors, là, qui va être accompagné par le nerf petit sciatique, par le nerf cutané fémoral postérieur de la cuisse, qui est posé sur le grand sciatique et qui va abandonner ici les filets moteurs pour le grand fessier et les filets sensitifs pour la région postérieure du périnée postérieur. Nous aurions ici pu montrer très schématiquement, très sommairement, l'implantation du muscle releveur de l'anus avec son contingent ischiatique sur l'aponévrose de l'obturateur interne et avec ce petit muscle ischio-coccygien là pour compléter la fosse ischio-rectale. Et c'est donc là que va arriver le deuxième rapport neurologique beaucoup plus intéressant pour nous quant au danger opératoire du petit ligament sacrosciatique. Je veux parler du nerf pudendal, du nerf honteux interne issu de S2, S3, S4 que nous avons vu sortir transitoirement en avant au-dessus du petit ligament sacrosciatique, puis passer ici transitoirement en arrière avant que de replonger dans la cavité pelvienne pour emprunter ensuite le canal d'Alcock. C'est là qu'apparaît aussi le nerf anal supérieur qui bien souvent
traverse pour la marge de l'anus le plan du grand ligament sacro-tubérositaire. Quelquefois, ce nerf pudendal abandonne un rameau à destinée périnéale postérieure, aussi dans ce plan. Là, nous pourrions montrer l'émergence du petit nerf moteur du muscle obturateur interne, comme nous l'avions signalé tout à l'heure. Et puis, bien sûr, c'est là que va apparaître le tronc ischiatico-honteux, avec l'artère honteuse, l'artère pudendale, qui va pénétrer dans le canal d'Alcock, et l'artère ischiatique qui va surcroiser le tout, destiné aux éléments musculaires de la fosse ischiatique et de la zone glutéale postérieure. Donc, ici, nous avons ce rapport nerveux important qui est juste derrière le petit ligament sacro-sciatique et qu'il faut bien sûr éviter d'embrocher comme malheureusement certaines fois cela se passe. Je vais vous mettre en place ici une vue maintenant périnéale de ce trajet du petit ligament sacro-sciatique avec la ligne médiane et la face ventrale, avec la zone du pudendum vers l'avant et avec la projection ici de la symphyse pubienne, puis des deux branches ischio-pubiennes, ici droite et là gauche, avec la projection de la tubérosité ischiatique et des foramen obturés droit et gauche. Nous allons ici vers l'arrière montrer la pointe du coccyx, puis l'articulation sacro-coccygienne, et dans ce plan, donc, ici, de chaque côté, la grande et la petite échancrure sciatique avec l'épine sciatique et la ligne médiane, ici, vers l'arrière. Nous allons remettre en place, bien sûr, tout d'abord, le petit ligament sacro-sciatique du côté gauche et du côté droit, implanté, comme nous l'avons dit, sur les deux dernières sacrèbres et sur les faces latérales du coccyx. Et sur cette vue exopelvienne, bien sûr, le grand ligament sacro-sciatique, que nous représenterons uniquement du côté droit, va venir ici cacher une bonne part de ce petit ligament sacro-sciatique, dessinant le canal d'Alcock sous la tubérosité ischiatique. Je vais remettre en place le raphet anococcygien, remettre en place la marge cutanée de l'anus avec à son pourtour le sphincter strié de la marge anale, remettre en place ici en avant le noyau fibreux central du périnée et plus en avant, entourant l'orifice vulvovaginal, le petit muscle sphinctériel vulvovaginal, ceci à toute fin de resituer le plan de l'aponévrose périnéale moyenne qui va être sous-tendu transversalement autour du muscle transverse profond du périnée et qui se dirige vers l'avant pour venir là-bas, en dessous de la symphyse pubienne, s'épaissir en constituant le ligament transverse de Henle, et ceci à toute fin seul de montrer que là, en arrière, se trouve la graisse de la fosse ischiorectale et que, comme cette flèche l'indique, cette fosse ischiorectale va plonger et se prolonger vers l'avant de chaque côté. Sur l'autre moitié droite, je vais figurer maintenant l'émergence des muscles pelvitrochantériens que nous avons rappelés tout à l'heure. Tout d'abord, le muscle obturateur interne du côté droit qui va se réfléchir ici, là, avec son arcade aponévrotique, bien sûr, sur laquelle va venir s'implanter le muscle levator-ani que je ne représenterai que sur le côté droit et le contingent postérieur de ce levator ani, qui va donc être là confondu avec la partie la plus inférieure du petit ligament sacro-spinal qui nous intéresse. Voici donc le plan de l'arcade d'implantation du releveur de l'anus, ici en vue périnéale et du côté droit. Au contraire, je vais montrer ici l'émergence du muscle piriforme, du muscle pyramidal, et comme nous l'avions fait pour la vue glutéale, ici rappelé par ces quelques traits, le plan du grand fessier, le plan du muscle gluteus maximus qui recouvre la fosse fessière. Les deux orifices, qui sont l'orifice sus et sous-pyramidal, sont donc dans ce plan, et c'est là que nous allons montrer l'émergence du grand nerf sciatique, qui va se diriger accompagné par son
petit sciatique cutané fémoral postérieur de la cuisse vers la zone fessière, et le trajet maintenant du nerf pudendal, du nerf honteux interne, avec les éventuels rameaux à destinée anale perforant le grand ligament sacro-tubérositaire dans ce plan, et avec la repénétration ici dans le canal d'Alcock du nerf pudendal qui va ensuite prendre en charge tout le périnée superficiel et moyen. Le nerf pudendal est bien sûr accompagné, là nous l'avons dit, par l'artère pudendale qui abandonne ses branches périnéales et qui vient du tronc ischio-honteux, ischio-pudendal, l'artère ischiotique gagnant latéralement la fosse ischiotique. Nous allons mettre en place 3 coupes qui sont des coupes frontales qui vont passer la première, grand A, par la loge génitale, par la loge vaginale, la seconde, grand B, qui va passer par le plan du ligament péritonéo-périnéal de la cloison recto-vaginale, et la troisième coupe, grand C, qui va passer par le périnée postérieur, par la fosse ischio-rectale, à toute fin de montrer le cheminement chirurgical dans l'abord par la voie vaginale antérieure de ce petit ligament sacrosciatique. En effet, dans la mise en place, selon les techniques de Richter, des moyens de Pexy, on va entrer ici par la face latéro-vaginale, on va glisser sur l'espace latéro-viscéral pour venir là en arrière vers ce petit ligament. La première coupe grand A va donc passer par la loge génitale et on y retrouve, comme à chaque fois classiquement, le plan du détroit supérieur, on y retrouve la ligne médiane, l'aile iliaque vers le haut, le foramen obturé limité vers le bas par la branche ischio-pubienne et les formations pariétales sur lesquelles j'irai rapidement, la membrane obturatrice, le muscle iliopsoas, le muscle obturateur interne, et ces structures sont recouvertes par le fascia iliaca vers le haut et l'aponévrose de l'obturateur interne vers le bas. Nous avons ici l'arrivée du pédicule obturateur qui va sortir par le foramen sous-obturé, accompagné bien sûr par l'artère obturatrice et les veines satellites. Nous sommes à l'aplomb de la loge génitale et ce que nous allons couper ici, c'est le vagin avec le fornix vaginal, la paroi latérale du vagin, la zone des caroncules hyménéales et vers le bas, le vestibule vaginal. Le vagin apparaît sur cette coupe en vue de face, nous montrant sa face postérieure. Voici l'orifice cutané vulvo-vaginal et laissons de côté les formations labiales superficielles périnéales qui ne nous intéressent pas ici. Je ne ferai simplement que rappeler dans ce plan le sphincter strié vulvo-vaginal qui appartient au périnée moyen, qui va être contenu, nous l'avons dit, dans le plan de l'aponévrose périnéale moyenne, qui est le domaine de la branche profonde du nerf pudendal, qui prend en charge ce sphincter strié, qui va aussi prendre en charge le périnée superficiel sous l'angle moteur et sous l'angle sensitif. Dans le fond de ce fornix vaginal apparaît maintenant le museau de Tanche, apparaît le col de l'utérus avec l'orifice de l'exocole qui est là dans ce plan, avec tout autour donc les cul-de-sac latéraux cervicaux, le cul-de-sac antérieur, le cul-de-sac latéral et sur la face postérieure du vagin, l'arbre de vie, la colonne longitudinale constituée par l'épaississement de la bandelette musculaire lisse sur laquelle vient se détacher, strier transversalement les colonnae rugarum qui sont classiquement décrites en palais de chien et qui sont là aussi les stries transversales de la face postérieure du vagin. Nous allons expliquer que c'est là, implanté sur l'aponévrose de l'obturateur interne, que chemine l'entonnoir pelvien
le diaphragme pelvien principal, le muscle levator ani, le muscle releveur de l'anus, qui, en s'implantant sur l'aponévrose de l'obturateur interne, va y déterminer l'arcade du releveur de l'anus. Et ce muscle chemine donc dans sa fonction de constriction latérale du vagin au contact de la paroi vaginale. Voici ici marqué par ces croix le prolongement antérieur de la fosse ischio-rectale qui est sur la face latérale de la loge vaginale. Sur le côté du vagin, passant environ à 1,5 cm du cul-de-sac latéro-vaginal, voici l'urétère droit, là, qui se dirige vers l'avant, vers la face postérieure de la vessie. L'urétère va être marqué par la crosse que l'artère utérine dessine à cet endroit autour du conduit urétéral, qui abandonne là le rameau cervico-vaginal, va être marqué par le départ de l'artère vaginale longue, dont voici les nombreux ramuscules qui assurent la trophicité de la paroi du vagin. C'est une artère qui saigne facilement. Et bien sûr, plus latéralement passerait l'artère ombilico-vésicale, beaucoup plus haut pour mémoire, passeraient les vaisseaux iliaques externes, l'artère et la veine iliaque externe. L'urétère vient de l'arrière et a surcroisé ces éléments. Autour de l'urétère se trouvent embrochés, comme je l'ai montré tout à l'heure, les filets nerveux du plexus hypogastrique, les filets qui viennent de ce ganglion de Lee et Frankenhauser, avec les filets destinés au vagin, destinés au l'utérus, destinés à la vessie, plus en avant. Bien sûr, dans ces lames latérales vont se trouver les plexus du paracolpos, les plexus veineux, satellites des artères, vont se trouver également les éléments lymphatiques, et tout ceci va tisser maintenant une lame conjonctive que l'on appelle la lame hypogastrique, laquelle vient sur l'aponévrose du releveur de l'anus vers le bas, épaissir l'aponévrose et y créer ce qu'on appelle le fascia pelvis, l'arc endopelvien, sur lequel Crépin et ses élèves lillois viennent effectuer des pexies. Le péritoine que je vais maintenant représenter va ainsi plonger latéralement, se réfléchir en laissant bien sûr tous ces éléments en situation sous-extra-péritonéale autour de l'urétère et des éléments vasculaires qui l'accompagnent, et ce cul-de-sac péritonéal latéro-cervical va être sous-tendu justement par la lame hypogastrique. Voici ici montré par ce pointillé ce qu'est l'espace périvaginal par rapport à ce qu'est montré par ces astérisques l'espace paravaginal, l'espace pelvis sous-péritonéal. L'incision va se faire sur 4 cm, 4 à 5 cm, sur toute la hauteur de la face postérieure du vagin, et la voie d'abord va alors emprunter, montrer par cette flèche, l'espace paravaginal. Après avoir récliné latéralement, on va introduire les ciseaux fermés, on va introduire le tampon monté, on va introduire le doigt pour cliver l'espace paravaginal, et c'est ici, dans cet espace périvaginal, là, qu'il va falloir disséquer, en refoulant vers le dedans, la face latérale du vagin, en ménageant le plus possible vers le dehors la lame hypogastrique et tout son contenu vasculaire et nerveux pour éviter au maximum les plaies. Certes, on ne va pas pouvoir éviter certains rameaux vasculaires, ça va saigner un peu, mais le clivage, s'il longe le plan viscérale de la paroi latérale du vagin, s'il ménage latéralement la lame hypogastrique, va se faire à moindre frais. Après cette première coupe, grand A, qui passait par la loge génitale, nous allons mettre en place une seconde coupe, grand B, avec toujours les mêmes repères, la moitié droite de la coupe qui va apparaître sous la forme de l'aile iliaque avec la cavité cotyloïde à l'extérieur. C'est une vue de face, voilà le plan du détroit supérieur, et voici vers le bas le plan du foramen obturé comme précédemment. Très très sommairement, la membrane obturatrice, puis le plan musculaire
de l'iliaque et du psoas vers le haut, de l'obturateur interne vers le bas, qui sont contenus, avons-nous dit, dans la même aponévrose de recouvrement, fascia iliaca vers le haut, aponévrose de l'obturateur interne vers le bas. Nous sommes ici à l'aplomb du noyau fibreux central du périnée, c'est-à-dire de ce qui a sur la ligne médiane été induit par l'éperon péritonéo-périnéal de Kölliker et qui est sous-tendu dans ce plan de la coupe transversalement par le muscle transverse profond du périnée, le transverse superficiel étant tout à fait accessoire. Nous avons dit tout à l'heure que ce muscle transverse du périnée allait être contenu ici dans le plan de l'aponévrose périnéale moyenne. C'est là que se trouve la peau de la fourchette qui va mener vers l'arrière à la marge de l'anus, et c'est là que le muscle levator ani vient maintenant donner certaines de ses fibres de son contingent pubo-prérectal, de son contingent pubo-rétrorectal, mais aussi ilio-prérectal, fibres qui viennent s'entrecroiser pour densifier encore, s'il en était besoin, cette véritable clé de voûte qu'est le noyau fibre central du périnée. Bien sûr, le levator ani, avec son aponévrose, détermine toujours sur l'aponévrose de l'obturateur interne l'arcade du releveur de l'anus. Voilà toujours marqué par ces croix le prolongement latéral de la fosse ischio-rectale. Et maintenant, nous sommes ici donc dans le plan de cette lame péritonéo-périnéale de Kölliker qui va vers le haut sous-tendre le cul-de-sac de Douglas sur la ligne médiane, et le cul-de-sac de Douglas va alors plonger latéralement avec une asymétrie qui est constante, le cul-de-sac de Douglas gauche descendant toujours beaucoup plus bas que le cul-de-sac de Douglas droit. Cette lame, ce feutrage péritonéo-périnéal de Kölliker, qui est là en arrière, va latéralement maintenant rejoindre les éléments de la lame hypogastrique. Bien sûr, on y retrouve l'urétère. L'urétère est dans le plan du nerf obturateur qui sort là par le foramen sous-obturé avec ses éléments artériels et veineux satellites. L'urétère est au contact de l'artère utérine, au contact de l'artère vaginale longue, au contact de l'artère ombilico-vésicale. Il est accompagné par les plexus veineux, il est accompagné surtout par les plexus nerveux formés par les fibres parasympathiques, formés par les fibres orthosympathiques du ganglion hypogastrique inférieur de Ovelac, et tout ceci chemine dans la lame hypogastrique qui vient toujours constituer là, sur l'aponévrose du releveur de l'anus, l'arc endopelvien, cet arc où, je disais tout à l'heure, certains vont venir mettre une pexie par voie latérale à travers la paroi latérale du vagin. Cette lame regagne donc le fascia péritonéo-périnéal. Là-bas, vers l'arrière, nous pourrions esquisser, emballer dans son feuillet péritonéal viscéral l'ampoule rectale qui apparaît là-bas dans le fond et vers l'arrière. Et puis, bien sûr, latéralement, nous retrouverions les éléments pariétaux, artère iliaque externe, veine iliaque externe et le péritoine qui va se soulever ici pour délimiter la grande cavité péritonéale, pour délimiter, bien sûr, l'espace pelvis sous-péritonéal que nous allons marquer par ces astérisques et rappeler donc que la dissection qui est venue là de l'avant va maintenant devoir cheminer ici, dans ce plan, toujours en essayant de refouler le plus latéralement possible la lame hypogastrique afin d'éviter tout le contenu vasculaire et nerveux de cette loge. Cette deuxième coupe, grand B, et la flèche qui est là montrée nous mène donc maintenant à la troisième coupe frontale, qui est la coupe passant par la région la plus postérieure, par la région de la fosse ischio-rectale, et où on va entreapercevoir le petit ligament sacro-sciatique qui nous intéresse. Sur cette coupe, les repères sont toujours les mêmes. Voilà la portion crâniale et c'est la face latérale droite. Nous sectionnons à la partie supérieure le sacrum, articulaire ici avec l'aile iliaque, et voici l'épine sciatique.
et ici en dessous la tubérosité ischiotique, l'épine sciatique sur laquelle, se dirigeant vers l'arrière, s'implante le petit ligament sacro-sciatique. Nous allons dans un premier temps remettre en place les muscles pelvi-trochantériens qui sont en train de sortir de la cavité pelvienne, le muscle piriformis, le pyramidal du petit bassin, à la partie la plus haute, là, ici sectionné, puis ici le muscle obturateur interne qui est en train de sortir par la petite échancrure sciatique, accompagnée toujours par son aponévrose de recouvrement, aponévrose sur laquelle justement va venir prendre appui dans un instant le muscle levator ani. La coupe intéresse ici l'ampoule rectale qui va vers le bas se prolonger par la zone du canal anal, lequel s'abouche à la peau par la ligne ano-cutanée de Hermann. Voici donc la jonction anorectale avec la ligne pectinéale. Voilà les valvules rectales de Kolrao. Voici les colonnettes de Morgani à l'aplomb du canal anal et à la partie basse, la ligne ano-cutanée de Hermann et la pilosité péri-anale. Le grand ligament sacro-sciatique va être représenté, lui, ici sectionné en dessous de la tubérosité ischiotique au moment où il dessine ce canal d'Alcock, et nous allons mettre en place autour du canal anal le sphincter strié de la marge de l'anus en rappelant très très sommairement les trois couches qui caractérisent ce sphincter. Le muscle levator ani va donc prendre appui ici et va venir se terminer en passant autour, puis en arrière, en abandonnant à travers le sphincter strié les quelques fibres du corrugator cutis ani, en dessinant toujours l'arcade du releveur de l'anus sur l'aponévrose de l'obturateur interne. Avec son aponévrose, il va ici mêler ses fibres à la texture musculaire lisse du rectum pour constituer l'arc de Laimer, et nous allons pouvoir montrer donc ici le plan de la fosse ischio-rectale qui est directement ouverte à la peau, comme nous l'avions montré ici, et qui va fuser vers l'avant sur le côté de l'aponévrose de la lame péritonéo-périnéale, sur le côté de la fosse vaginale. Nous sommes dans le plan sous-lévatorien. Quels sont les éléments nerveux que nous allons trouver? Eh bien sûr, dans la portion sous-pyramidale de la grande échancrure sciatique, l'émergence du volumineux nerf ischiatique, et puis surtout, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'émergence du nerf pudendal, S2, S3, S4, qui sort en arrière de l'épine sciatique, tout contre le petit ligament sacro-sciatique. Et vous voyez le danger neurologique de la mise en place des moyens de pexie sur ce petit ligament par ce rapport postérieur du nerf pudendal. Ce nerf pudendal qui est sorti transitoirement de la grande échancrure, de la petite échancrure sciatique, va pénétrer ici dans le canal d'Alcock, et c'est là où nous allons retrouver ces rameaux destinés sous l'angle somatique, moteur et somatosensible au périnée postérieur du nerf anal. Quelles sont les structures vasculaires que l'on trouve sur la ligne médiane, l'artère sacrée moyenne, latéralement l'artère sacrée latérale, mais surtout ici l'éventuelle petite artère rectale moyenne, artère qui n'est d'ailleurs pas constante, et quand elle existe, elle est relativement grêle, qui va alors tisser ce que l'on appelle l'aileron latéral du rectum. Et voici maintenant le trajet que va effectuer le péritoine, qui plonge là, de chaque côté du rectum, pour constituer le cul-de-sac latéro-rectal. Les éléments veineux satellites sont représentés de la sorte, avec ici donc le tissage, je l'ai dit, quand le pédicule trophique existe, de l'aileron latéral du rectum. Ce que nous trouvons au contact de ces éléments, ce sont bien sûr les rameaux orthosympathiques qui avaient été montrés sur le tout premier schéma, qui, à partir de la chaîne présacrée latérale, gagnent vers l'avant le plexus hypogastrique inférieur, accompagné par les rameaux
parasympathique du nerf érecteur Descartes, accompagné par les éléments vasculaires qui sont sortis eux aussi par la grande échancrure, les éléments pudendaux qui sont là, et bien sûr, sous-tendant le cul-de-sac péritonéal latéro-rectal, la lame hypogastrique, la lame pubo-sacrée, qui vient ici constituer l'arc endopelvien, et nous voici à l'aplomb de la loge périrectale, comme nous étions tout à l'heure à l'aplomb de la loge périvaginale, avec la dissection qui doit toujours être menée en respectant ce plan de clivage maximal. Avec un doigt qui a été introduit dans le canal anal, on va essayer de refouler le rectum vers le dedans, de ménager le plus possible la lame hypogastrique vers le dehors, mais c'est là, à un moment donné, qu'il va falloir, bien sûr, perforer cette lame hypogastrique pour venir y mettre soit les agrafes, soit les fils, et quel que soit le type de pince de Nichols ou de Deschamps ou autre, ici, traverser la lame hypogastrique pour venir s'amarrer dans ce petit ligament sacrosciatique. Et c'est bien sûr là que sont exposés les filets nerveux que nous évoquions tout à l'heure, destinés aux différentes loges. Eh bien, pour terminer, je vais vous mettre en place une vue latérale gauche de la partie postérieure du pelvis pour représenter les dangers d'approche du petit ligament sacrosciatique gauche. Voilà la portion crâniale, voilà la face ventrale. Et nous allons mettre en place le promontoire avec L5 dans sa moitié gauche à la partie haute, puis la moitié latérale gauche du sacrum, ici, avec l'articulation sacro-iliaque, puis vers le bas, la moitié latérale gauche de l'articulation sacro-coccygienne. Nous allons ici figurer les 4 trous sacrés antérieurs avec les crêtes synostosiques et montrer maintenant la grande échancrure sciatique avec l'épine sciatique, la petite échancrure sciatique et la tubérosité ischiatique, puis latéralement la tranche de section de l'aile iliaque ici avec une partie de la ligne du détroit supérieur qui se prolonge depuis l'aileron sacré jusque sur la face endopelvienne de l'aile iliaque. Nous avons ici sectionné l'aile iliaque, la tubérosité ischiatique est dans ce plan, et nous allons tout de suite mettre en place l'élément qui nous intéresse, le petit ligament sacro-sciatique, qui est tendu de l'épine sciatique gauche, ici, vers les faces latérales des 2 dernières sacrèbres et du coccyx. Ce petit ligament sacro-sciatique serait accompagné en situation exopelvienne, donc plus latérale, caché en grande partie sur cette préparation, par le grand ligament sacro-sciatique, par le ligament sacro-tubéral, qui vient ici sur la tubérosité ischiatique y dessiner le repli canalaire du canal d'Alcock dont nous avons déjà parlé. Voici donc la grande échancrure sciatique, voici la petite échancrure sciatique, et nous allons mettre en place les éléments musculaires pelvi-trochantérien, en faisant sortir, là tout d'abord, le muscle pyramidal du petit bassin par la grande échancrure sciatique, puis en montrant, venu de l'avant, ici, l'émergence par la petite échancrure sciatique. Voilà la tranche de section de l'obturateur interne. Il va ensuite se réfléchir à angle droit pour passer vers la face postérieure de la ligne intertrochantérienne. Voilà la portion suspyramidale, la portion sous-pyramidale de la grande échancrure sciatique. Et nous allons mettre en place maintenant le canal anorectal en figurant à la partie ventrale l'ampoule rectale qui est là dans l'encellure sacrée, puis le cap anal qui mesure environ 100 degrés et qui mène
au canal anal, lequel nous mène maintenant vers le bas à la ligne anorectale, avec la moitié gauche qui est là esquissée. Autour de ce canal anal, nous pourrions figurer sommairement le sphincter strié de la marge de l'anus et en arrière de lui, le raphet anococcygien, la ligne blanche postérieure de Cruveilhier. Nous allons expliquer aussi que vient là s'implanter le muscle releveur de l'anus, le levator ani, qui va être sectionné de l'arrière jusque sur l'implantation sur le petit ligament sacro-sciatique de ce contingent ischio-coccygien et qui vient, comme nous l'avons dit, autour puis en arrière de la jonction anorectale constituer l'arc de Laimer, mêlant ces fibres ici avec les fibres lisses de la paroi rectale. Voilà la tranche de section donc de ce muscle levator ani. Nous allons expliquer que l'ampoule rectale est emballée par le péritoine viscéral à la partie haute, qui va y constituer le véritable mésorectum au sens anatomique du terme, et qui va ensuite se réfléchir pour se prolonger par le péritoine pariétal de chaque côté, péritoine qui va maintenant glisser en avant du rectum, sur le côté du rectum, en arrière du rectum, pour y constituer les cul-de-sac péritonéaux, latéraux-rectaux, rétro-rectaux et recto-génitaux antérieurs, le classique cul-de-sac de Douglas. Voici ici représenté donc par ces flèches maintenant où se situent ces cul-de-sac péritonéaux, latéraux rectal, recto-génital ou cul-de-sac de Douglas, rétro-rectal là vers l'arrière, et le péritoine va donc plonger, comme nous l'avons vu sur toutes les coupes, sur les faces latérales des loges viscérales, ce que je simule quelque peu dans ce plan. Le péritoine va être là sous-tendu en direction du muscle levator ani par une lame conjonctive de feutrage sous-péritonéal qui court, nous l'avons vu, de l'avant vers l'arrière, pubo, vésico, génito, recto, sacré, et qui, nous l'avons montré à chaque fois sur les coupes, vient ici sous-tendre le cul-de-sac péritonéal dans ce plan latéro-rectal, là, ici, et qui vient, nous l'avons montré à chaque fois sur nos coupes, sur l'aponévrose du releveur de l'anus, constituer ce que nous avons appelé le fascia pelvis, l'arc endopelvien. Eh bien, nous pouvons maintenant remettre en place les éléments nerveux que nous connaissons avec l'émergence ici de la racine L4, L5 qui sort pour constituer le tronc lombo-sacré destiné avec S1 à former le nerf glutéal supérieur, mais surtout ici avec S1, avec S2, avec S3 et ces fibres nerveuses, la constitution du volumineux nerf ischiatique, du grand nerf sciatique qui sort dans ce plan par la portion sous-pyramidale de la grande échancrure sciatique. De S2, de S3 et de S4 maintenant, voilà l'émergence là du nerf pudendal et voilà ce rapport que nous évoquions tout à l'heure ici dans le danger neurologique lorsqu'on va aborder le petit ligament sacro-sciatique, juste en arrière passe le tronc du nerf pudendal. Ce nerf pudendal va ensuite repénétrer dans la cavité périnéale, dans le plan périnéal, sous la forme du nerf honteux interne dans le canal d'Alcock, accompagné bien sûr par les éléments vasculaires. Je ne compliquerai pas le schéma, nous les avons évoqués suffisamment tout à l'heure. Voici le trajet de l'artère pudendale.
Et puis, bien sûr, nous pourrions maintenant mettre en place à la partie basse, ici L5 et la racine coccygienne pour former le nerf de Morestin, mais surtout y dessiner le plexus hypogastrique supérieur de Ovelac, le plexus présacré, qui va abandonner latéralement le nerf hypogastrique. Voilà la descente ici de la chaîne orthosympathique latérovertébrale avec les 5 renflements ganglionné de la chaîne sacrée et le renflement ganglionné coccygien. Voilà les ramis communicantes. Et comme nous l'avons expliqué tout à l'heure dans la présentation de l'afférence ici vers le plexus hypogastrique inférieur, rejointe par les racines issues de S2, de S3, de S4 du nerf érecteur Descartes, la constitution du plexus de Lie et Frankenhauser. Et voilà ici rappelé le trajet de la boucle que l'urétère, avec tous les éléments vasculaires qui l'accompagnent et que je ne rappelle pas ici, dessine là, dans la région paravaginale, et c'est, nous l'avons vu, autour de l'urétère, fenêtré sur ces 4 à 5 cm de long, que va venir s'embrocher le plexus hypogastrique, et c'est là que se détachent les filets viscéraux à destinée recto-anale vers l'arrière, les filets viscéraux à destinée vaginale et utérine dans la région moyenne. Eh bien, la dissection qui est partie, nous l'avons vu, de ce plan antérieur, qui a essayé de glisser en refoulant vers le dedans la loge viscérale, en refoulant vers le dehors la lame hypogastrique, qui est resté ici dans ce plan de clivage en dedans de la lame hypogastrique, qui est arrivé sur la paroi latérale du rectum, va être obligé à un moment donné de perforer la lame hypogastrique pour venir dans ce point de Pecksy qui est le petit ligament sacrosciatique. C'est-à-dire que sur cette vue, voilà l'arrivée de l'avant du plan de dissection, comme je l'ai dit, au tampon monté, au doigt, en sectionnant le moins possible, en clivant pour retrouver cet espace et arriver là, bien sûr, il va falloir venir sur le petit ligament sacrosciatique, traverser la lame hypogastrique, et c'est là qu'il y a un autre danger que le danger du nerf pudendal qui est à l'extérieur et en arrière, qui est le danger de ces petits filets végétatifs, ortho- et parasympathiques, destinés au plexus hypogastrique. Voilà la complexité de cette zone. Il ne faut pas que la richesse des rapports vasculo-nerveux rende frileux ceux qui veulent aborder ce petit ligament sacrosciatique, mais quand on sait son anatomie, quand on sait où l'on est beaucoup plus rassuré pour aborder ce point profond.